On va ouvrir ce cours sur l'indexation automatique qui est dédié à Jean Véronis. Alors pourquoi Jean Véronis? C'est parce que c'était un des pionniers, on va dire, français du traitement automatique du langage naturel, du côté d'Aix-en-Provence. Ça a été aussi un blogueur, en tout cas très connu, avec un blog dédié qui s'appelait Extal. Et c'est quelqu'un, en tout cas, qui a, on va dire, popularisé quelque part les outils de traitement automatique du langage. Il a même créé quelques petits logiciels dédiés qui m'a été possible d'utiliser. C'est quelqu'un qui malheureusement a disparu un peu tragiquement dans un accident il y a quelques années. Voilà pourquoi en tout cas ce cours commence par un hommage à Jean Véronis. Et puis c'est quelqu'un qui pour le coup m'avait fait vraiment découvrir cette technique-là il y a quelques temps déjà. Et puis il avait été aussi un participant en tout cas à un site qui permettait de classer les blogs fut un temps. Et c'est lui qui avait mis en place certains outils dédiés. Alors ça s'appelait Wikio, aujourd'hui ça a été racheté, ça porte un nom différent. Donc on va se pencher sur cette histoire d'indexation automatique en vous montrant en tout cas qu'il s'agit d'une indexation différente de celle que vous avez vue précédemment, où on était plutôt dans des méthodes manuelles ou documentaires, c'est-à-dire qu'on allait extraire l'information en utilisant quelques mots-clés restreints. Les restrictions pouvaient être celle d'un langage normé, d'un langage contrôlé, d'un langage documentaire comme une classification ou comme des thésaurus, ce que vous avez pu voir en utilisant PMB. L'indexation automatique ou automatisée porte en fait sur les mots du ou des documents et que la différence c'est qu'elle porte sur l'ensemble des mots du ou des documents et le texte est considéré comme représentant de lui-même. C'est-à-dire ici qu'on ne va pas chercher à extraire manuellement ou intellectuellement des mots ou des concepts, on va prendre en compte l'ensemble du document et on va considérer que le document est lui-même le plus fidèle représentant de ce qu'il est. Et donc on va éviter, en tout cas dans un premier temps, tout type d'indexation extérieure humaine. En tout cas ça c'est le principe fondamental. On verra par la suite qu'on utilise des méthodes qui sont issues des traitements documentaires ou de la linguistique pour améliorer cette indexation, mais initialement en tout cas, on va considérer que le document lui-même est l'élément qu'on doit intégralement prendre en compte et ne pas exclure quoi que ce soit. Deux grosses familles d'outils qui se voient en tout cas ou qui se mettent en place dès le début, les moteurs de recherche d'un côté et puis les outils qui permettent de faire de la fouille de données ou de la fouille de texte, tout simplement data mining ou text mining en anglais, ce qui explique parfois qu'on traduit en français mais que ça pose toujours tout un tas de questions. C'est plutôt les Québécois qui emploient le terme de fouille de données ou fouille de texte et en français, en France en tout cas, on a tendance à les abandonner petit à petit. Sur les différents moteurs de recherche, il en existe de plusieurs types, moteurs de type intrasite ou intranet ou des moteurs de base de données. Où ça se complexifie, c'est que ces deux familles d'outils ont tendance parfois à se recouper, voire à se coupler ensemble, qu'on a des outils un peu mixtes, mais qui historiquement n'étaient plutôt sur deux familles d'outils différentes. On va rencontrer deux grandes méthodes, là aussi plutôt issues d'écoles ou de stratégies différentes, mais qui ne sont pas nécessairement exclusives l'une de l'autre aujourd'hui, notamment si on prend en compte les moteurs de recherche les plus performants. L'analyse linguistique, l'objectif c'est qu'on va s'attarder plutôt sur la reconnaissance des mots, donc chercher à comprendre en fait la nature, voire la grammaire, voire la signification des mots dans un texte. Tandis que de l'autre, on va être basé sur une méthode assez facile à comprendre, c'est la méthode statistique, c'est-à-dire qu'on va plutôt analyser le nombre de fois où un mot figure dans un texte. Et plus évidemment un mot figure dans un texte, plus on va considérer qu'il est potentiellement signifiant. Et puis on verra donc derrière cette analyse statistique, on parle d'occurrence, c'est-à-dire le nombre de fois où un mot apparaît dans un texte. Et parfois même on parle de co-occurrence pour distinguer le nombre de fois où un mot apparaît avec un autre dans un texte. Donc ces méthodes sont différentes, effectivement, mais de plus en plus, effectivement, on les retrouve conjointes, couplées dans plusieurs logiciels et qu'idéalement, effectivement, on essaie de mêler les deux approches, à la fois la méthode statistique et la méthode linguistique.
Le but, en tout cas, c'est d'analyser des corpus de texte, et ces corpus de texte sont de plus en plus grands et importants. Alors, je parle de texte, mais de plus en plus, effectivement, ces méthodes tendent aussi à aller se porter sur des images, sur des vidéos, avec des méthodes qui sont finalement qui découlent de ces premiers outils, qui sont des méthodes d'intelligence artificielle, de méthodes algorithmiques qui arrivent pour perfectionner ces autres types de méthodes. Mais en tout cas, je n'en parlerai pas plus en détail dans ce cours aujourd'hui. L'objectif, c'est de traiter des masses de données de plus en plus importantes, alors soit des corpus de texte, de milliers de textes, mais qu'on a sélectionnés et dont on sait à peu près la portée. Et là, on va être plutôt sur des méthodes d'analyse scientifique, sur des terrains qui sont ceux plutôt des humanités numériques ou digitales, mais de plus en plus sur des corpus très vastes, qui sont parfois peu structurés ou mal structurés. Et là, effectivement, on pense à un moteur de recherche par rapport au web, ou on pense à d'autres corpus extraits, par exemple, des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut faire des cartographies informationnelles de mots en relation. C'est des choses qui se font avec des outils dédiés, qui permettent d'extraire, en tout cas, les mots qui reviennent les plus fréquemment, comment ils sont finalement reliés entre eux. Et pour ça, on a développé depuis une vingtaine d'années des outils spécifiques de traitement automatique. Vous entendrez peut-être parfois parler d'Alcest ou d'Iramutech, je vous parlerai d'anciens outils comme WorldMapper par exemple. Et puis de plus en plus, on utilise des outils dédiés pour produire ces cartographies, que ce soit avec de l'analyse web ou de l'analyse de texte comme Gephi. Et puis c'est des outils de veille stratégique et d'outils d'intelligence économique, c'est-à-dire derrière on implémente en tout cas des solutions qui permettent de détecter l'apparition de mots-clés spécifiques et de récupérer en tout cas les documents adéquats au bon moment. Historiquement, ça c'est important aussi, il faut corréler cette histoire de l'indexation automatique aux progrès qui sont issus des méthodes scientifiques d'analyse de documents et de textes, notamment d'articles ou de brevets qui sont issus de la science, et pour ça on doit faire référence à la scientométrie. La scientométrie qui est une maîtrise de la science, c'est-à-dire une science de la mesure et de l'analyse de la science telle qu'elle se fait, telle que se produit, et dans l'idée qu'on peut derrière aller éventuellement extraire des règles, et si ce n'est des règles, de voir en tout cas quels sont les champs dominants, les auteurs dominants, les revues dominantes, les pays dominants dans l'activité scientifique. Parmi en tout cas ces grands noms de la scientométrie, figure Derek Solar Price, Aaron Garfield et puis Vassili Nalimov qui lui est russe, tandis que les deux précédents sont des Américains. Ce courant va beaucoup se développer dans les années 60-70 et continue en tout cas à s'activer, même si aujourd'hui la scientométrie est souvent décriée ou jugée comme néfaste parce qu'elle a été un peu détournée de ses objectifs. Très souvent la scientométrie aujourd'hui produit des classements, et plutôt des classements que vous en avez peut-être entendu parler, comme le classement de Shanghai, qui mesure en fait les universités les plus performantes, mais avec des indices ou des indicateurs qui sont fortement discutables, tandis que l'objectif de la scientométrie n'était pas de produire des classements, mais de comprendre la manière dont la science se faisait, et évidemment en utilisant des outils mathématiques de plus en plus sophistiqués, même si au départ les premiers travaux scientométriques se sont faits un peu à la main, c'est-à-dire il y a des gens qui allaient extraire à partir des bibliographies, les citations et le nombre de citations que ça générait ensuite par des méthodes de tableau. Le terme de scientométrie est important à connaître puisque en fait, parmi ces outils, ces mesures, parmi ces presque théorèmes qui ont été produits par les scientomètres, et en tout cas ces méthodes et logiques, ce sont ces logiques qui ont été ensuite récupérées par Sergey Brin et Larry Page pour mettre en place le moteur de recherche de Google, et notamment le principe d'analyse des citations, et de considérer que plus un site web était cité par d'autres, plus il avait de chances d'être légitime, en récupérant en fait un principe scientométrique qui était de se dire que plus un article était cité par d'autres, plus il avait une certaine légitimité dans le champ, ou en tout cas une certaine influence.
Ce qu'on a tendance à oublier, c'est que la scientométrie est parfois appelée bibliométrie. Pourquoi? Parce qu'au départ, on a surtout mesuré les bibliographies, mais le terme de bibliométrie est plus ancien et vient une nouvelle fois de Paul Hoteley dans le traité de documentation de 1934, où Paul Hoteley incite en fait au développement d'outils mathématiques pour mesurer la connaissance et notamment pour mieux comprendre en tout cas le livre. Et donc il applique en tout cas, ou il invente ce concept de bibliométrie qui est en gros la partie mathématique, mesure d'une autre discipline scientifique qui est la bibliologie ou documentologie qui est la science en quelque sorte du document. Donc vous voyez un peu cette filiation Hoteley scientométrie et ça nous place encore jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Google. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les outils de traitement automatique? Plein de choses. Là, je vous donne un extrait de classification réalisée par traitement automatique via un logiciel dédié qui s'appelle Iramutech. Iramutech est un logiciel open source qui fonctionne sur deux motorisations, qui est le langage R et le langage Python, et qui fonctionne sur des principes qui sont des principes linguistiques, notamment de cartographie, et notamment de la cartographie dite de Renner, qu'on retrouve aussi dans d'autres logiciels, notamment comme Alceste. L'exemple que vous avez ici, c'est une classification automatique qui est réalisée par le logiciel Iramutech à partir d'un document, et ce document, c'est le traité de documentation de Paul Hoteley. Et vous voyez qu'automatiquement, le logiciel est capable, en s'appuyant sur des règles linguistiques et scientifiques édictées, de produire une classification automatique qui est la suivante. On retrouve 7 grandes catégories avec des éléments qui effectivement sautent un peu aux yeux entre une logique plutôt catalogue, classification, bibliographie, puis d'autres choses qui sont plutôt scientifiques. Vous voyez que des choses qui sont relativement pertinentes, puis d'autres qui sont plutôt éventuellement discutables. Voilà. Parmi les choses qu'on peut faire figure ce type d'outil. Même chose avec Iramutech, quelque chose que vous pouvez utiliser ou rencontrer aussi sur le web. Ce sont des nuages de mots-clés, c'est-à-dire le traité de documentation ici est réduit sous la forme d'un mot-clé, et tout simplement on a été classer le nombre de fois où tel mot-clé ou mot en tout cas apparaissait dans l'ouvrage. Plus il apparaît, le mot, plus il devient central dans le nuage et plus il apparaît évidemment en gras. Ici, ce qu'il faut préciser, c'est que ce sont uniquement des unitermes, c'est-à-dire pas des expressions, mais simplement un terme unique. Mais on peut, avec les outils, modifier finalement la façon dont le nuage de tag va être généré, et on peut prendre en compte aussi des expressions. Mais vous retrouvez ici finalement un calcul de statistiques de fréquence. Vous avez d'autres outils qui permettent de faire ça. Vous avez un outil très connu qui s'appelle Wordle, et puis vous en avez d'autres un peu équivalents. Et puis si vous voulez vous amuser avec des outils un peu plus puissants, qui sont directement en ligne, qui sont à peu près similaires à Iramutech et Alceste avec quelques spécificités, on a un outil qui s'appelle aujourd'hui Voyant Tools, qui est aussi mobilisable et utilisable. Toutefois, sur l'histoire des nuages de mots-clés, une petite précision, c'est qu'il faut bien distinguer des nuages de mots-clés qui ont pu être produits il y a quelques années, qu'on appelait des nuages de tags, et qui sont en fait issus des foxonomies, c'est-à-dire qu'on crée, là aussi par une analyse de fréquence, les tags les plus souvent utilisés, mais les tags en question avaient quand même été apposés par des usagers. Tandis que dans le cas précédent, on part clairement du texte et on va faire une extraction un peu statistique du nombre d'occurrences et du nombre de fréquences des mots. On part pas tout à fait de la